Salut les visionneurs. Et non, je ne suis pas chez le dentiste, je suis bel et bien dans l'atelier. Mais il y a quelques temps, sur Facebook Marketplace, j'ai décidé d'acheter 2 lampes de dentiste qui étaient très usagées, mais très abordables. Et mon plan, c'est de m'en servir pour faire des supports de caméra. Je vais remplacer la partie de la lampe par une espèce de pièce de support sur laquelle je vais pouvoir fixer ma caméra pour pouvoir là, déplacer ça puis faire des beaux angles de vue pour pouvoir attraper tous les petits détails de mes projets pour vous. Donc, le but de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de vous montrer comment je modélise dans Fusion 360 la pièce qui va me servir à supporter ma caméra. Ça va être une belle introduction à ce logiciel-là qui peut être un petit peu épeurant, paraître très complexe. Et vous allez voir, là, on va prendre des petites bouchées, puis ça devrait être accessible là, au commun des mortels comme nous. Cette pièce-là, j'ai l'intention de l'imprimer en 3D, mais si jamais vous n'avez pas d'imprimante chez vous, restez bien à l'écoute parce que grâce à mon partenaire d'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une solution facile pour obtenir nos pièces imprimées en 3D quand on n'a pas d'imprimante. C'est parti! On ouvre grand. Donc, avant de pouvoir me lancer dans la modélisation, je vais devoir démonter la lampe pour pouvoir prendre les mesures là, de la pièce qui va servir à retenir mon support de caméra. Donc, je vais faire ça maintenant, puis après ça, on va se lancer là, dans la partie modélisation. Je vais essayer de vous montrer un petit détail. Ici, là, on a des paliers en plastique un petit peu caoutchoutés. C'est ces paliers-là là, qui s'engageaient dans le Y ici, là, qui faisait que le mouvement était juste assez là, serré pour avoir un positionnement qui gardait là, sa place, justement. Donc, je vais essayer de récupérer ces paliers-là, puis je crois que je vais essayer de les intégrer à mon support de caméra. Je n'avais pas prévu qu'il y avait un pas de vis sur ce petit palier-là. Ça va être intéressant là, comme une manière de peut-être éventuellement s'arrimer à notre pièce qu'on va ajouter. Les pas de vis modélisés sur mesure sont peut-être un peu avancés pour mon niveau, là, mais ça reste une possibilité. On va voir. Alors maintenant que la partie lampe est retirée, il va me rester seulement la partie qui m'intéresse pour le projet d'aujourd'hui. Inquiétez-vous pas, la lampe elle-même, ça n'ira pas à la poubelle. Ça pourrait être super intéressant éventuellement de faire un petit projet. Imaginez ça comme ça ferait une belle lampe de lecture sur une table. Ça pourrait être très, très chic, mais ça va être pour un autre jour. Pour l'instant, on va se contenter là, de mesurer ce qu'il faut mesurer pour savoir à quelle distance doivent être les membrures de mon support de caméra. Maintenant, on va se parler un petit peu de Fusion 360. Fusion 360, c'est un logiciel qui fait partie de la famille Autodesk avec notamment AutoCAD. Puis on va se le dire, c'est un gros monstre. C'est un gros monstre compliqué. C'est un logiciel hyper poussé qui permet de faire vraiment beaucoup de choses. De la conception, modélisation, mais aussi un assistant de fabrication. On peut avec ça générer des codes d'usinage pour les CNC ou les graveurs laser. On peut générer des modèles à imprimer en 3D. Il y a vraiment là, énormément de choses qu'on peut faire avec Fusion. Puis même dans les modules plus avancés, là, on peut faire des simulations de contraintes, puis des tests de résistance des matériaux. Ça va vraiment loin. C'est sûr qu'on n'a pas tout à fait assez d'une vie là, pour aller jusqu'au bout de Fusion 360. Puis si on va sur le site de Fusion 360, on peut voir qu'il y a déjà plusieurs exemples qui nous sont montrés de tout ce que Fusion 360 est capable de faire en conception, modélisation, mais aussi pour la fabrication. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être que ça a attrapé votre œil, mais c'est un logiciel qui coûte 1000 $ canadiens par année. Là, vous allez me dire que je suis fou, complètement fou de vous proposer ça, mais heureusement pour nous, il y a une version gratuite, une version limitée, oui, mais gratuite pour les hobbyistes qui font au moins qu'un certain montant de profit par année avec ce qu'ils font avec Fusion 360 et aussi une version là, qui a certaines limitations, comme par exemple le nombre de fichiers actifs à la fois est limité à 10. Pour nous, ce n'est pas un gros problème là, parce qu'on peut rendre des fichiers inactifs et actifs là, assez facilement pour pouvoir travailler jusqu'à 10 projets simultanément. Puis la plupart des autres restrictions ne vont pas nous faire de barrière avant qu'on soit là, vraiment plus avancé dans le logiciel. Pour la petite bouchée qu'on va prendre aujourd'hui, la version gratuite pour hobbyistes va être bien suffisante. Par contre, il faut la trouver sur le site, je vous montre.
Quand on descend jusqu'ici, tout en bas, on voit plusieurs options, des modules de plus. On a toutes sortes là, de trucs qu'on peut ajouter. C'est un logiciel qui peut coûter vraiment cher. On a ici une section de questions fréquemment posées et une question, est-ce que Autodesk Fusion est gratuit? Quand on ouvre ça ici, on apprend qu'on peut avoir un essai gratuit de 30 jours ou si on est un hobbyiste pour une utilisation non commerciale, bien là, on peut cliquer ici pour avoir la version gratuite personnelle. Alors, en cliquant là, on va avoir 3 choix. La version d'essai, une version pour éducation, là, pour les enseignants, les classes, les écoles, ça ne nous concerne pas aujourd'hui, et la version limitée pour utilisation personnelle. Alors, c'est là-dessus qu'on va devoir cliquer pour avoir notre version de Fusion là, pour utilisation personnelle. Là, on a un petit aperçu des limitations. Les fonctions là, de fabrication vont être un petit peu limitées. On a droit seulement à un utilisateur pour les données. On est limité à de la documentation et des dessins 2D. Et le type de fichier qu'on peut importer et exporter est limité lui aussi. Mais pour notre besoin et pour éviter d'avoir à payer 915 $ par année, c'est la version qu'on va utiliser. Alors ensuite, on va passer par tout un processus d'inscription, blablabla, comme on est habitué maintenant là, avec tous les logiciels qu'on connaît. Et après quelques clics, on va arriver là, dans l'espace de travail de Fusion 360 gratuit pour utilisation personnelle. Puis c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui pour faire notre petit projet de support de caméra. Ah, puis une dernière petite mise en garde avant qu'on se lance. Là, je ne suis pas du tout un expert de Fusion 360. Mon idée aujourd'hui, ce n'est pas de vous proposer un tutoriel d'expert. C'est vraiment de vous amener avec moi pour qu'on découvre ensemble ce que c'est. Puis vous donner le goût peut-être de vous essayer vous aussi de votre côté. Si vous avez un petit projet là, qui vous attend, vous modélisez une pièce assez simple pour commencer. Donc si vous êtes peu familier avec Fusion 360, on en est au même point. On va faire nos premiers pas ensemble dans Fusion. Puis si vous êtes plus habitué que moi puis que vous voyez que je fais des choses qui n'ont pas de bon sens, là, bien, je vous invite à laisser en commentaire vos trucs, vos astuces pour nous aiguiller, là, nous les débutants. Donc prenez pas tout ce que je dis pour de l'argent comptable, mais plutôt on va essayer de s'encourager à sauter le pas puis à faire nos premiers essais là, sans trop avoir peur de se tromper. C'est comme ça là, qu'on va découvrir le logiciel, qu'on va devenir là, de plus en plus familier puis qu'on va pouvoir réussir à en tirer le meilleur profit. Donc, je me suis fait un petit croquis là, de la plaque que je veux modéliser. Dans mon système de support, il va aussi avoir 2 montants, là, mais pour ne pas trop vous ennuyer avec des trucs répétitifs aujourd'hui, on va se concentrer sur la modélisation de la plaque de base. Donc, quand on démarre Fusion 360, on est accueilli dans un espace de travail 3D vierge. C'est dans cet espace-là qu'on va construire toutes nos pièces. Donc, pour se donner une petite idée là, de ce qui se passe, on a dans la fenêtre principale l'espace de travail en tant que tel. Ensuite, on a ici en haut à droite là, un petit cube qui nous permet là, de changer l'orientation du dessin. On peut cliquer sur certaines faces pour les voir là, directement. On peut aussi le faire tourner librement là, pour avoir un angle spécialement voulu ou un angle particulier. Donc, je vais revenir à l'origine. Et là, la façon dont Fusion fonctionne, c'est qu'on doit d'abord créer ce qu'ils appellent une esquisse. Une esquisse, c'est un dessin de la géométrie de notre pièce. Puis ensuite, cette esquisse-là peut être travaillée pour en faire des volumes. Exemple, on peut extruder une esquisse pour lui donner de l'épaisseur. On peut aussi faire une rotation d'une esquisse là, pour créer un objet circulaire. On peut faire toutes sortes de choses, on va voir là, un petit peu plus tard. Mais la première étape, c'est vraiment de dessiner notre esquisse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, dans la barre d'outils en haut. Le premier bouton à gauche, c'est le bouton « Créer une esquisse ». Donc, je vais cliquer là-dessus. Et là, il va falloir que je choisisse un plan sur lequel je vais créer mon esquisse. Pour le cas qui nous occupe aujourd'hui, ce n'est pas super crucial, donc je vais choisir ce plan-là ici. Donc là, maintenant, je suis dans la vue de dessus de mon plan de travail pour fabriquer mon esquisse.
On peut voir qu'ici, en haut, les outils ont changé un petit peu. Au lieu d'être les outils qu'on avait au départ, c'est les outils de création de formes d'esquisse, de modification, puis de contraintes et plein d'autres choses qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout voir aujourd'hui. Mais on va commencer par l'outil ligne. Parce que là, aujourd'hui, l'objet que j'ai créé est plutôt symétrique sur les deux axes, dans le fond. Fait que je pourrais dessiner seulement un quart de la plaque, puis ensuite faire miroir pour faire les 3 autres quarts de la plaque. Donc, c'est comme ça que je vais m'aligner pour commencer. Donc, si je me fie là, à mon croquis, j'ai à faire une première ligne qui va être la moitié de la largeur de la partie principale de ma plaque. Ensuite, je vais faire une autre ligne ici qui va être toujours en suivant là, les mesures de mon esquisse. Ça va être 24. Ici, on va avoir 25. 12. Non, pas 12 du tout. 20. 12. 26. Une petite parenthèse avant d'aller plus loin, un des super pouvoirs de Fusion 360, c'est la modélisation paramétrique. C'est-à-dire qu'au lieu de donner, par exemple, ici à mon rectangle, des mesures de 60 mm par 200 mm, je pourrais assigner à ces mesures-là des variables. Donc, si je disais, mettons, que la largeur s'appelait petit L puis que la longueur grand L, à ce moment-là, je pourrais, au lieu de dire que la largeur du rectangle est 60 mm, je pourrais dire que petit L égale 60. Ça permet de faire en sorte que si plus tard on veut faire un changement dans notre modèle, on n'a seulement qu'à changer la valeur de ces variables-là. Puis si tout est bien programmé, là, puis tout est bien paramétré, toutes les parties de notre modèle vont suivre là, cette modification-là sans qu'on ait à recommencer. Exemple, si je voulais changer la largeur de ma plaque ou sa longueur, à ce moment-là, si tous les items de mon esquisse étaient bien paramétrés par rapport à ces paramètres-là, je pourrais éventuellement faire le changement sans avoir à recommencer mon esquisse. Aujourd'hui, comme je suis une plaque assez simple et que je ne veux pas aller trop loin pour ne pas perdre mon chemin, je vais utiliser des valeurs précises là, pour les dimensions de mon esquisse, mais je voulais que vous ayez en tête là, que ce pouvoir-là existait dans Fusion. C'est même un de ses plus grands super-pouvoirs, la modélisation paramétrique. Éventuellement, là, dans nos futurs projets, on va introduire là, des variables. Ça va nous permettre là, de, disons, changer une épaisseur de membrure, changer la largeur ou la longueur d'une boîte. Ça nous permet de faire plein de choses comme ça là, super facilement, sans avoir à reprendre notre esquisse puis à refaire notre dessin du début. Mais comme je vous disais aujourd'hui, on va s'en tenir à des valeurs entières. Donc, si je reviens à mon esquisse en cours, je vais vouloir ajouter encore quelques items géométriques là, pour pouvoir compléter cette esquisse-là avant de faire mes symétries pour générer les 3 autres cadrans de la plaque. La première chose que je vais faire, c'est un trou de fixation qui va me permettre de visser la plaque au montant qui rejoigne la lampe. Et ces trous-là, je veux qu'ils soient un petit peu allongés pour permettre d'avoir un petit jeu latéral dans la position du montant. Donc, pour faire ça, je vais utiliser l'outil cercle. Pour l'instant, je vais le mettre n'importe où. Je vais faire un cercle d'un diamètre de 3 mm. Et là, pour venir positionner mon cercle par rapport à ces deux lignes-là ici, celle qui est en bas et celle qui est sur le côté, c'est les dimensions que j'ai dans mon croquis. Je vais venir faire bouton droit sur le cercle. Et là, je vais avoir une option ici, cote d'esquisse. Alors là, j'ai un curseur de cote. Je vais pouvoir choisir cette ligne-là. Et là, on voit que par défaut, là, il me donne la distance entre la ligne que j'ai sélectionnée et le centre du cercle. Et moi, je sais que cette mesure-là, c'est 10 mm. Maintenant, je vais faire la même chose avec la distance entre le centre du cercle et la ligne horizontale au bas de la plaque. Et encore une fois, là, c'est 10 mm. Pour faire mon trou allongé, là, je vais déplacer une copie de ce cercle-là un petit peu sur la gauche. Puis après ça, on va faire des lignes qui les rejoignent. Là, vous allez voir comment ça se passe. Je sélectionne mon cercle avec le bouton de droite. Et là, j'ai l'option déplacer ou copier. Et dans le tableau ici qui apparaît, j'ai différents types là, de déplacements. Moi, ça, c'est le déplacement libre qu'ils appellent, c'est ce que je vais utiliser. Et là, j'ai une case à cocher ici, créer une copie. Parce que je ne veux pas seulement déplacer mon cercle, je veux que le déplacement se fasse, mais que le cercle original reste là. Donc, ça va créer une copie qui va s'en aller à la position que je vais demander ici. Et la position que je veux qu'il prenne, c'est une distance de 1 mm en X.
comme ça. Donc là, maintenant, j'ai 2 cercles parce que j'ai demandé une copie. Alors, je vais utiliser maintenant l'outil ligne et je vais m'accrocher au cadran du cercle et au cadran de ce cercle-là. Je vais m'accrocher au cadran du cercle et au cadran de ce cercle-là. Et là, on peut voir ici, j'ai la silhouette de mon trou allongé. Tout ce qui va me rester à faire, c'est d'effacer les lignes qui sont au milieu ici. Donc, pour faire ça, je vais utiliser l'outil Ajuster. Et je vais venir, là, quand on approche notre souris des différentes lignes, on peut voir apparaître là, en rouge la section qui va être coupée. Donc, quand c'est à mon goût, je coupe ce qui est de trop. Ici aussi. Ah ben là, celle-là, je vais juste la sélectionner et la supprimer parce qu'elle est rendue déconnectée du reste. Donc là, j'ai mon cercle allongé. C'est ce que je voulais avoir. Le dernier petit détail est plutôt cosmétique, mais j'aimerais ça mettre des arrondis à tous les coins là, de ma plaque. Donc, je vais les faire tout de suite. Comme ça, quand je vais faire ma symétrie plus tard, là, tous ces arrondis-là vont se copier là, dans la symétrie pour les 3 autres cadrans de la plaque. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil Congé. Et là, quand on vient approcher notre souris d'un coin, on peut voir là, la silhouette du congé qui se fait en rouge. Je clique et je sélectionne un congé de 3 mm. Donc, j'ai maintenant là, des coins arrondis sur tout le parcours de mon esquisse jusqu'à maintenant. Donc, ça complète la géométrie qui va être réfléchie là, pour faire les 3 autres cadrans de la plaque. Donc, je vais venir tracer une ligne horizontale qui passe par le centre et une ligne verticale qui, elle aussi, passe par le centre. Ces 2 lignes-là vont me servir d'axe de symétrie, vous allez voir. Donc, maintenant que mes axes de symétrie sont dessinés, je vais pouvoir venir là, utiliser l'outil Symétrie miroir et on va une fenêtre de contrôle à droite qui apparaît. Et dans cette fenêtre-là, on doit choisir 2 choses. Les objets qu'on veut refléter et l'axe selon lequel on veut opérer cette symétrie-là. Donc, dans les objets, je vais venir choisir toutes les lignes de mon esquisse que je veux voir être reflétées. Comme ça. Sans oublier mon trou allongé. Une fois que j'ai tout sélectionné, je vais venir choisir l'axe de symétrie et je vais cliquer sur la ligne horizontale. Et là, on peut voir que ça se reflète comme ça. C'est une espèce de prévisualisation de ce qui va arriver quand je vais cliquer sur OK. Ça me semble bien, donc je vais faire OK. Donc, on peut voir là, que toutes nos géométries se sont reflétées. Je vais pouvoir effacer l'axe de symétrie horizontale. Maintenant, on va faire la même chose avec l'axe vertical. Donc, on a maintenant notre silhouette là, qui fait la forme complète de notre plaque. La dernière petite chose que je vais ajouter, c'est un trou qui passe au travers de la plaque. Celui-là ne faisait pas partie de la symétrie parce qu'il ne sera pas tout à fait centré dans la plaque. C'est le trou là, par lequel je vais glisser une vis 1/4 pour pouvoir visser la base de ma caméra bien solidement sur la plaque. Donc, si je me fie à mon croquis, je vais tracer un cercle. Son rayon est de 3,25. Là, j'ai entré son rayon à la place de son diamètre. Donc, son diamètre sera de 6,5. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oh, 6500. C'est pas 6,5 mètres. 6,5 mm. Je pense que ça va aller mieux comme ça. Et là, comme avec le cercle de tout à l'heure, pour le positionner, je vais venir choisir bouton de droite, code d'esquisse. On va partir du centre du trou jusqu'à la ligne ici en bas. Sur mon croquis, cette valeur-là est de 30 mm. Et pour sa position gauche-droite, même chose. Je sélectionne le centre du cercle et la ligne verticale ici. Et cette distance-là sur mon croquis est de
115 mm. Donc, c'est la position là, de ce trou-là qui va servir à faire visser la base de la caméra dans la plaque. C'est un trou qui n'est pas centré parce que tout simplement, il n'est pas centré là, dans la base de ma caméra. Donc maintenant, là, après toutes les petites opérations qu'on vient de faire, l'esquisse est à mon goût. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici cliquer en haut à droite sur « Terminer l'esquisse ». Donc, cette esquisse-là va faire partie, là, ici, dans l'arborescence du projet, de la section « Esquisse » et on a l'esquisse 1. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, cette esquisse-là, qui est la géométrie de base de notre pièce, on va pouvoir la manipuler avec différentes opérations pour en faire là, des solides dont on a besoin. Donc moi, dans mon cas, je vais faire une extrusion. Je vais cliquer sur le bouton extrusion et là, ici, il va apparaître différentes options. On peut extruder seulement la coquille de l'objet ou un objet plein. Moi, dans mon cas, ça va être l'objet plein. On va sélectionner les contours qu'on veut qui fassent partie de l'extrusion. Donc, j'ai choisi, vous allez remarquer, là, j'ai choisi le contour extérieur, mais je n'ai pas choisi mes trous parce que les trous, je ne veux pas qu'ils lèvent avec le reste, je veux qu'il reste des trous. Donc, ça va être parfait comme ça. On a déjà là, un petit aperçu de ce que ça va donner. Ensuite, la direction un côté, la distance d'extrusion. Dans mon cas, ça va être une plaque de 4 mm d'épaisseur. Donc, on peut voir un avant-goût de ce que ça va donner. Je clique sur OK. Et là, notre esquisse est devenue un solide. On peut voir, là, si on tourne, on a une plaque de 4 mm dans laquelle il y a nos 5 trous. L'esquisse, elle existe toujours. Là, si je passe ma flèche sur le mot esquisse, ici, esquisse 1, on peut la voir. Mais aussi, maintenant, on a un corps qui est le corps 1, qui, lui, est le corps qui a été créé par notre extrusion de notre esquisse. Donc, pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui, la pièce était assez simple, elle est déjà terminée. Maintenant, ce qu'on peut faire avec, à l'intérieur de Fusion 360, il y a plusieurs choses possibles. On pourrait l'envoyer se faire usiner à la CNC, disons, dans un morceau d'aluminium ou de plastique ou de bois. On pourrait aussi directement dans Fusion 360 là, la trancher pour l'impression 3D puis l'envoyer directement à une imprimante. Mais moi, dans mon cas d'aujourd'hui, comme je veux lui faire prendre plusieurs chemins là, suite à la modélisation, bien, je vais exporter le fichier STL. Puis ce fichier STL-là, je vais pouvoir soit le trancher dans le logiciel relié à mon imprimante ou encore l'envoyer à quelqu'un d'autre qui, lui, pourrait l'imprimer chez lui. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans le menu Fichier et choisir l'option Exporter. On peut voir ici, là, il nous donne un nom par défaut, ça me convient. On pourrait lui donner le nom qu'on veut. Et on peut choisir en dessous le type de fichier. On peut voir qu'il y a quand même là, une bonne liste là, disponible en dessous. Et si on utilisait la version complète payante au lieu de la version personnelle pour hobbyistes, on aurait une liste encore plus grande. Mais pour nos projets là, de bisouneurs et puis nos projets au jour le jour à l'atelier, cette liste-là nous convient amplement pour le moment. Donc, je vais choisir l'option STL, c'est le format de fichier que je préfère dans les cas d'impression 3D. Et je vais cliquer sur Exporter. On peut voir ici en haut à droite, on a un message nous disant que l'exportation avait été terminée. Donc, on va pouvoir là, aller chercher ce STL-là dans les dossiers de l'ordinateur pour faire ce qu'on a à faire avec pour la suite. Et la suite, dans le cas qui nous intéresse, c'est de faire imprimer la pièce. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un service super intéressant. Ça se passe sur Internet, sur le site jlcpcb.com. C'est un site sur lequel on peut se faire toutes sortes de choses, des circuits imprimés pour du matériel informatique, entre autres, et on peut utiliser leur service d'impression 3D sur commande. Donc c'est super simple, je vais vous montrer comment ça marche. Il suffit de rentrer sur le www.jlcpcb.com et là, vous voyez en haut, il y a toutes sortes de choix. On va cliquer sur l'option Impression 3D. À ce moment-là, on retrouve une interface super simple dans laquelle il suffit d'aller chercher notre fichier qui est placé sur notre ordinateur et de le charger dans leur site. Une fois que c'est fait, on va avoir quelques questions auxquelles il faut répondre par rapport au type d'impression qu'on cherche à avoir. On peut choisir le type de technologie d'impression, on peut choisir le type de résine avec lequel ça va être imprimé. Dans certains cas, on a un choix de couleur. On peut aussi leur demander de faire ou non un fini de surface. Et selon les choix qu'on va faire, là, on va tout de suite avoir une idée du prix que la pièce va coûter à faire imprimer. Et avec les choix que j'ai faits, en incluant la poste, les taxes et tout, on arrive à un grand total de 9,48 $ canadiens.
C'est sûr qu'en tant que tel, c'est beaucoup plus cher que ça reviendrait l'imprimer chez soi par rapport à la valeur du filament. Mais quand on considère là, que quelqu'un quelque part va nous la fabriquer, nous l'envoyer, puis qu'on va la recevoir à notre porte, c'est quand même pas cher payé pour une pièce qu'on n'aurait peut-être pas eu l'occasion de se faire autrement là, si on n'a pas accès rapidement à une imprimante 3D. Donc maintenant, tout ce qui va rester à faire, c'est d'être un petit peu patient et d'attendre que notre pièce se pointe dans la poste. Donc, il y a quelques jours qui sont passés, la commande, selon ce que j'ai vu dans mes courriels, est arrivée. Donc, on va s'en aller à la poste, juste là-bas. Puis on va aller voir ça. Donc, le colis est arrivé, on va pouvoir ouvrir ça, voir de quoi ça a l'air à l'intérieur. Et voilà. Donc, on a la plaque ici là, qui est franchement impeccable. On dirait presque un morceau là, de plexiglas ou d'acrylique qui aurait été directement découpé. On peut voir les trous allongés, le trou central. Donc, ça va faire une super belle base pour mon support de caméra. Ouais, je suis super content de la pièce que j'ai reçue dans la poste. Je suis aussi super content là, de m'être donné le petit coup de pied qu'il fallait pour me lancer dans Fusion. Puis là, essayer de modéliser cette pièce-là. Finalement, ça a été un grand succès. J'espère que ça va vous donner envie, vous aussi, là, de vous lancer. Essayez de modéliser quelque chose. Là. Faites pas quelque chose de compliqué pour commencer. On ne fera pas exprès là, de se donner du trouble. Mais en faisant des petites choses de plus en plus complexes, là, on va devenir des pros un jour. Et si vous voulez en savoir plus sur les bases de Fusion 360, de la part de personnes là, beaucoup plus habituées que moi, on a vraiment des bons tutoriels qui sont disponibles là, sur Internet. Il y a beaucoup de ressources. Je pense entre autres à la chaîne Créadine 3D, qui a des tutos pour débutants en français super intéressants. Et si vous êtes familier avec l'anglais, il y a une formation qui est disponible en vente par Bob de I Like to Make Stuff, qui fait une série complète, là, un cours en ligne là, sur Fusion 360 spécifiquement visant les makers. Donc, c'est exactement ce qu'il nous faut là, pour apprendre les outils dont nous, on a besoin dans notre quotidien de bisouneur. Il reste encore là, quelques étapes d'ajustement puis d'installation, mais peut-être que la prochaine vidéo que vous allez regarder de la bisounerie va avoir été filmée à partir du support de caméra sur la lampe de dentiste. Et parlant de la prochaine vidéo de la bisounerie, ça m'amène à vous conseiller fortement de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En plus de me faire super plaisir puis de vous accueillir dans notre grande famille de bisouneurs, vous n'allez rien manquer des prochaines vidéos qui s'en viennent à l'atelier. Et si vous pensez que je le mérite, la manière la plus simple pour vous de participer à la croissance de la chaîne, c'est de laisser un petit pouce de like sous la vidéo. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!